Mesdames, Messieurs, bonsoir. Messieurs les conseillers nationaux, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les autorités. C'est un honneur, un plaisir d'être ici et d'avoir quelques secondes, quelques minutes pour m'exprimer devant vous sur une question, à mon avis, extrêmement importante, dont on parle un peu plus depuis que la Lex USA, je ne sais pas qui a inventé ce terme idiot, parce que des Lex USA, il y en a un paquet, elles se succèdent et elles se ressemblent. Mais c'est un thème qui, à mon avis, est beaucoup plus fondamental sur le long terme. C'est le Foreign Account Tax Compliance Act. Excusez-moi, j'ai la peine à m'en souvenir. C'est donc une loi américaine qui impose à tous les États du monde l'obligation d'échanger des données des citoyens américains et des personnes américaines avec le fisc américain. Comment il l'impose ? En menaçant de sanctions, je vais pas revenir sur les propos d'Yvny Deguerre tout à l'heure, mais des sanctions qui sont pas tout à fait compréhensibles, puisqu'on peine à savoir s'il s'agit de l'interdiction pour les banques suisses d'acheter des maisons en Floride, ou si c'est l'interdiction pour toute entreprise suisse d'acheter des produits comme celui-ci. On ne sait pas exactement jusqu'où ça va. Mais une chose est certaine, les Américains n'y vont pas de main morte et proposent deux accords. Et avant d'entrer dans ce qui me gêne dans cet accord et sur ce qu'on a dit de faux dans toutes les discussions, j'aimerais simplement rappeler ce que la Suisse devra faire. La Suisse devra signer un accord, ratifier un accord qui s'appelle FATCA avec les États-Unis et une loi d'application en Suisse qui imposera à toutes les banques qui collaborent aux États-Unis et à toutes les banques qui ont des clients étrangers, pas seulement américains, de fournir au fisc américain chaque année la liste de ses clients, leur nom et le montant des dividendes et des intérêts des comptes, a priori. Pour les clients précédents qui sont déjà là, ceux-ci devront donner leur accord pour que la transmission soit faite. S'ils ne donnent pas leur accord, la banque devra fournir au fisc américain les données agrégées qui seront un moyen, une raison, un indice, une preuve suffisante pour que les Américains demandent à la FINMA de transmettre le nom des clients. Ça veut dire 2 lettres plutôt qu'une pour obtenir la liste. Autant dire, mesdames et messieurs, que cet accord FATCA qu'on veut nous imposer, qu'on nous dit inévitable, c'est la mort du secret bancaire. Alors, pour moi, il y a 2 raisons de s'opposer à FATCA. La première concerne la souveraineté nationale, et la seconde, quelque chose qui m'est très cher, la défense du libéralisme, la défense de l'individu face à la toute-puissance des États. Et je m'adresse tout d'abord aux conseillers nationaux, puisque actuellement il y a quasiment, à part l'UDC, je crois, aucun parti fédéral qui a annoncé son intention de ne pas signer cet accord. Bien, j'aimerais savoir si vous êtes prêts à signer ça. Ça, c'est la loi, l'article 2 de la loi FATCA, RS, non pas 0 quelque chose, ce n'est pas du droit international, c'est du droit national, qui vous dit que les banques suisses, dans leur rapport avec l'IRS, les banques suisses en Suisse, appliquent le droit américain. Mais c'est dit de tout ce qui n'est pas dans FATCA, il y a quand même cette exception, ce qu'on a accepté de signer, tout ce qui n'est pas dans FATCA, eh bien, c'est les États-Unis qui le décident. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous signons FATCA dans un premier temps, c'est très bien, il s'applique, et dans un deuxième temps, eh bien, c'est le Congrès américain qui définit les règles. Et parmi ces règles, FATCA aujourd'hui ne stipule pas, ne dispose pas de la liste des données qui devront être transmises aux États-Unis. Ça veut dire qu'on nous parle aujourd'hui du nom des clients et du montant des intérêts des comptes. Demain, c'est peut-être le montant du compte. Demain, c'est peut-être la liste complète des transactions financières. Et avec la liste complète des transactions financières, connaître vos tweets, ça a, à mon avis, pas beaucoup de sens. Je crois que nous devons... Attendez, si je peux juste s'acheter aussi. Nous devons protéger les individus grâce au secret bancaire. Alors, rappelez quelques éléments de base sur le secret bancaire. Tout d'abord, le secret bancaire, c'est un institut qui permet de protéger le citoyen contre les incursions de l'État. Il ne signifie pas que le citoyen a le droit de tricher. Il ne signifie pas que vous avez le droit de violer le fisc. Vous avez le droit de ne pas déclarer des impôts. Il signifie simplement que si le fisc veut connaître votre situation auprès d'une banque, il doit saisir un tribunal. Je comparerai avec le secret médical. Imaginez-vous que quelqu'un qui s'inscrit à l'AI voit le fisc cantonal à l'AI débarquer chez son médecin traitant, ouvrir les dossiers sans son accord. Je suis avocat depuis quelques mois, je n'exerce pas puisque je suis fonctionnaire en réalité de l'État de Vaud, peut-être qu'un jour ça viendra. Mais comme avocat, on peut aussi lever mon secret d'avocat si j'ai commis des crimes, s'il y a des soupçons de blanchiment d'argent notamment. Mais c'est un juge qui doit décider. Et mon client a le droit de se défendre. Donc
le droit à une procédure judiciaire. Le secret bancaire, c'est surtout quelque chose qu'on a oublié, ce n'est pas un instrument de promotion économique des banques. Le secret bancaire, c'est un instrument pour protéger les clients des banques. Et j'ai été extrêmement choqué quand j'ai appris qu'on voyait UBS faire signer à ses clients un engagement comme quoi ils renonçaient à l'avance au secret bancaire et que nos autorités fédérales n'ont rien fait. Je peux vous dire comme avocat que si je fais signer à un client un engagement comme quoi il renonce au secret de l'avocat, on me met en prison. C'est selon le droit suisse. Si un médecin demain, même avec l'accord de son client, renonce au secret médical pour l'avenir, on le met en prison. Et pour une banque, on trouve ça tout à fait normal. Alors il faut rappeler quelques éléments essentiels. D'abord, on nous dit que le secret bancaire est mort. C'est faux. Ce qui est mort, c'est, Inégal l'a rappelé tout à l'heure, c'est cet outil de promotion économique qui était bien pratique, qui consistait à faire la distinction entre fraude et évasion fiscale, qui a des justifications que je défends, mais qui n'existent plus pour l'étranger. Ça veut dire simplement que c'est plus facile de lever le secret bancaire. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. En fait, j'en rappelle parce que je n'en ai plus trop. Ensuite, on nous dit, voilà, on nous dit que FATCA ne concerne que les Américains. Alors, il y a quelques éléments qui, à mon avis, doivent être rappelés. D'abord, les droits fondamentaux, si on admet que le secret bancaire est une garantie de procédure, il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui vous garantit l'accès au juge. On va le rappeler de temps en temps. Eh bien, les droits fondamentaux, les droits de procédure, sont indivisibles en fonction de la nationalité des gens. Et je refais la comparaison avec mon métier d'avocat. Si demain, je renonçais au secret bancaire pour tous mes clients albanais, je ne doute pas qu'Amnesty International me cloue au pilori et me dénonce comme un avocat véreux. Pour le secret bancaire, ça ne gêne personne qu'on affirme qu'il finalement peut ne pas s'appliquer à la moitié des gens. Derrière tout ça, il y a un vrai problème de fond, c'est que les États-Unis suppriment une règle qui prévalait depuis l'État-nation, c'est la territorialité du droit. Les Américains, si on admet qu'ils échappent au secret bancaire, eh bien, se verront appliquer le droit américain en Suisse, et ça, c'est digne de l'Empire romain. Ensuite, on nous dit que FATCA ne concerne que les étrangers. Pour ça, il faut lire FATCA, il faut aller lire quelques blogs sur Internet, discuter avec des fiscalistes. On se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. L'accord FATCA nous parle de personnes américaines, exclusivement, en précisant qu'il s'agit d'une personne soit qui a la nationalité américaine, soit qui réside aux États-Unis, enfin qui a une green card, ou de sociétés qui sont en main de sociétés américaines, et vous avez un pavé, littéralement, avec FATCA qui vous explique toutes les situations possibles, imaginables, qui pourraient faire qu'une société soit américaine. Donc, qu'est-ce qu'une personne au sens de FATCA? Un double national, une personne qui est née en Suisse, avec la nationalité suisse, mais qui a eu le malheur d'être avec la nationalité américaine, c'est un résident américain, c'est une personne américaine, et donc soumise à FATCA. Un Suisse résident aux États-Unis est soumis à FATCA. Jusque-là, ce n'est pas très choquant. Jusque-là, on peut encore admettre, voilà, il y a un lien assez évident. Et qu'est-ce que vous faites de la personne qui est mariée à une personne américaine? Vous savez comme moi, je pense qu'il y a des couples mariés dans la salle, que pour calculer votre taux d'imposition, on doit connaître le revenu du ménage. Pour calculer votre taux d'imposition sur la fortune, on tient compte de l'imposition des couples. Et c'est le cas aussi aux États-Unis. Et en réalité, si les États-Unis veulent poursuivre un but fiscal, toutes les personnes en Suisse qui sont mariées à des personnes qui sont soit de nationalité américaine, soit binationaux avec un bout de nationalité américaine, soit même qui ont une green card, se verront soumises à FATCA et verront leurs données transmises directement aux États-Unis. On nous affirme que ceux qui veulent défendre FATCA cherchent en réalité à protéger, à soutenir la fraude fiscale. C'est faux. Et j'affirme haut et fort que FATCA ne cherche pas à lutter contre la fraude fiscale. Pour une raison très simple, c'est le message du Conseil fédéral qui nous le dit. On nous dit que dans la procédure d'échange d'informations, donc celle qui passe par la FINMA, pour les données agrégées, eh bien, ce que pourront faire valoir les personnes poursuivies, c'est uniquement le fait qu'ils ne sont pas une personne américaine. Ça veut dire que l'Américain qui a payé ses impôts, qui le prouve, verra quand même toutes ces données transmises. Ça n'a manifestement plus aucun intérêt fiscal de connaître le numéro des comptes d'un résident américain, d'un citoyen américain, s'il a payé déjà ses impôts. Alors vous direz, pourquoi est-ce qu'il voudrait se cacher du fisc? Peut-être une très bonne question. Pourquoi voudrait-on se cacher du fisc si on a déclaré tous nos impôts? Je pense que si vous prenez l'avion et que vous allez à Chypre, on vous expliquera pourquoi on ne veut pas forcément que vos comptes soient, le lieu de situation de vos comptes soit connu. D'autre part, je m'étonne ces derniers jours de la manière que l'on a
d'être horrifiés à l'idée que des compagnies privées puissent connaître toute notre vie privée, mais que personne ne s'inquiète du fait que des États connaissent l'identité des citoyens lorsqu'ils vont acheter des choses à la Migros, lorsqu'ils font des transactions bancaires. Or, ces dernières années, je ne veux pas tomber dans le point Godwin, ce qui fait que je vais me limiter à ces dernières semaines et à penser à ce qui se passe en Turquie. Moi, ça me fait moins peur que Google, qui va chercher à me vendre quelques bouquins, connaisse mes habitudes, plutôt que le gouvernement Erdogan. Et les États, jusqu'à preuve du contraire, ont des moyens contre les citoyens qui sont sans commune mesure avec des sociétés privées. Bon, ça j'ai déjà dit, je ne suis pas tellement au point. Il y a encore quelques éléments qui doivent nous pousser à refuser les ingérences. Vous disiez tout à l'heure, M. Nérinck, que nous devions renoncer aux clients américains. FATCA fait exactement l'inverse. FATCA impose toutes les banques d'accepter les clients américains, qui est un moyen beaucoup plus simple de surveiller ces banques, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ces banques aient des clients étrangers pour qu'elles y soient soumises. Mais c'est de nouveau une ingérence, parce que nous avons la liberté contractuelle qui est prévue par la Constitution et qui permet à une banque de refuser de signer avec un client américain. Et là encore, on passe dessus comme chasse sur braise. Maintenant, on nous dit FATCA, c'est plus de marché américain. Bon, alors là, en fait, je vais arrêter avec ce machin. On nous dit, surtout que je connais un peu, on nous dit FATCA, c'est plus de marché américain. D'abord, c'est faux. FATCA prévoit une taxe de 30% sur les transactions aux États-Unis pour une banque qui ne serait pas soumise à FATCA. Deuxièmement, on nous dit de ci, de là, qu'une banque pourrait elle-même souscrire à FATCA, sans passer par le gouvernement. Va bien, on n'aurait même pas besoin de s'en mêler. Et puis enfin, là, c'est mon côté valaisan qui va vous parler. Il y a quelques mois, on a dit à toute la Suisse, vous allez voter une loi, une Lex Weber, 4000 postes de travail chez nous. Bon, on n'a peut-être pas été très fin dans la communication, je vous l'accorde. Mais quand on a dit ça, on nous a pointé du doigt et on a rigolé. Aujourd'hui, je suis secrétaire d'une petite association patronale qui regroupe notamment quelques petites maisons dans la construction, quelques indépendants aussi, ça s'appelle l'Union des indépendants d'ailleurs. J'ai appris aujourd'hui que le président de l'association venait de licencier 12 personnes parce qu'il avait perdu des clients. Et quand on a dit aux Suisses, à nos confédérés, mais comment est-ce qu'on va faire? On nous a regardé dans les yeux, on nous a dit innover. D'accord. On va innover, on va respecter le droit fédéral. Et il n'y a que Jean-Marie Fournier qui croit qu'on n'appliquera pas la loi fédérale. On va l'appliquer, ça va faire mal, mais on passera outre. Et je suis sûr que le Valais sera plus beau après qu'avant, qu'on sera meilleur, qu'on aura trouvé des meilleurs moyens d'être bon dans le tourisme. Eh bien, j'ai envie de dire la même chose aux banques. Les Américains veulent plus de vous, mais innovez. Le monde est beaucoup plus grand, et je pense que la plupart des entreprises suisses n'ont pas besoin d'acheter des produits américains pour fonctionner. J'entends par là des produits financiers américains. Je n'ai pas de dollars, sauf quand je vais en vacances aux États-Unis. Et si vraiment les Américains veulent nous couper du marché américain, eh bien moi, comme citoyen suisse, avocat, fonctionnaire vaudois, mais qui vit plutôt du tourisme, eh bien je m'en fous que quelques banques aient du boulot aux États-Unis, comme le reste de la Suisse s'en est foutu que nous ayons des résidences secondaires en Valais. C'est un marché malsain, et chaque année on voit qu'il l'est. Et j'aimerais quand même rappeler que ces dernières années, ce qu'ont fait les banques aux États-Unis nous a pas rapporté énormément d'argent. Enfin, on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative. Alors l'alternative économique, je ne la connais pas tout en détail, mais des fois il faut prendre des principes plutôt que de vendre que de les vendre au premier venu. Mais il y a des gens qui s'opposent à FATCA, nous ne sommes pas seuls. Il y a un pays au monde qui a dit aux États-Unis, nous refusons FATCA et nous interdisons à nos banques de signer FATCA. C'est la Chine. Et la Chine, alors peut-être la Russie, mais la Chine a ceci de particulier d'être le premier acheteur de bons au trésor américains. Ce qui signifie que si les États-Unis vont jusqu'au bout de leur démarche, ils n'auront plus personne pour financer leur déficit abyssal. Et nous venons de signer un accord avec la Chine, je pense que c'est l'occasion de monter dans le bateau et de dire « nous refusons ce dictat ». Il y a quelqu'un d'autre aux États-Unis qui s'appelle Rand Paul, qui est le fils de l'ancien candidat à la Maison-Blanche, qui est sénateur, lui, qui a lancé un site internet, Repeal FATCA, et qui demande que les États-Unis renoncent à FATCA parce que c'est contraire à certains principes qu'il défend en tant qu'Américain libéral. Et ces dernières années, j'ai l'impression que les États-Unis savent être anti-libéraux et étatistes à mort, alors que les Américains ont toujours un esprit libéral. Et enfin, il y a une alternative, et cette alternative, j'étais encore un peu jeune, j'avais 8 ans, c'était en 1992 que j'ai étudié pendant mes études de droit. Nous avions un conseil fédéral qui avait édité un tas de lois, ça s'appelait Eurolex,
C'était censé appliquer l'accord sur l'espace économique européen en Suisse. Nous avions une presse unanime qui nous disait qu'il n'y avait pas d'alternative. Nous venions de signer quelques accords, nous étions entrés dans quelques organisations internationales. Il n'y avait pas d'autre option que l'adhésion à l'EE. Mais sans doute qu'à l'époque, j'aurais dit oui. Pour de mauvaises raisons. Avec du recul, je le pense vraiment. Mais j'étais membre d'une OMS jusqu'à il y a peu, je le dis. Mais à cette époque-là, le peuple suisse a dit non. Et le Conseil fédéral n'a pas pu faire comme si le peuple suisse n'avait pas dit non. Le Conseil fédéral a dû se plier et a trouvé d'autres options. Eh bien, c'est simple. Nous récoltons 50 000 signatures. Nous demandons au peuple suisse son avis sur FATCA, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de référendum aujourd'hui, la Lex USA y échappe. Et nous verrons. Si le peuple suisse dit non, le Conseil fédéral devra revoir toute sa stratégie. Il devra négocier différemment. Il devra peut-être dire aux banques que nos valeurs ne sont pas à vendre, qu'elles sont, comme ils disent, pas cotées en bourse à gauche, et qu'elles sont bien défendues dans notre droit. Et peut-être enfin la Suisse ne laissera plus marcher sur les pieds, parce qu'au final, pour une fois, une autorité aura pris une décision, la seule qui vaille, c'est le peuple. Merci beaucoup de votre attention.